notre focus sur le cursus langue étrangère appliquée. Nous pensions très intéressant de proposer ce regard croisé entre les retours d'expérience d'universités françaises et l'exemple du retour d'expérience d'une université brésilienne, l'université de Brasilia, concernant ce focus sur la langue étrangère appliquée, en particulier sur la pédagogie et les opportunités qu'elle représente. Alors nous allons faire un petit changement dans le programme. Nous allons d'abord avoir la présentation de l'université de La Rochelle, puis ensuite celle de l'université de Nanterre. Monsieur Monteiro enseigne la langue portugaise et la civilisation brésilienne à l'université de La Rochelle. Il a été notamment directeur du département de langue étrangère appliquée à l'université de La Rochelle. Il est actuellement vice-président Relations internationales, Europe et francophonie. Et Madame Cécile Chantraine-Braillon dirige actuellement le département de langue étrangère appliquée de l'université. Et elle dispense principalement des cours de civilisation et de culture hispano-américaine, ainsi que des cours de traduction dans le parcours Amérique. Et mène également une recherche sur les arts de la scène hispano-américaine en lien avec les humanités numériques. Je vous laisse désormais prendre la parole. Bonjour tout le monde, merci. Voilà. Merci très sincèrement pour l'invitation et nous donner l'occasion de revenir sur cette historique qui lie La Rochelle inéluctablement au Brésil. Et puis très heureux de voir plein de visages connus et amis autour de ces écrans partagés. Je commencerai, puis Madame Chantraine enchaînera notamment sur les possibilités de... Très bien. Donc, revenir sur la création du LEA à La Rochelle, et ce qui en fait une approche très particulière, d'où le titre qu'on vous propose, une approche sui generis dans le paysage français. Alors, de la conceptualisation à la consolidation. Pourquoi les dates que vous voyez à l'écran? 1993, c'est la date de création de l'université de La Rochelle. La Rochelle est une université jeune, elle a 28 ans bientôt, et elle fait partie de la vague de création des universités du plan Université 2000, qui visait à apporter, dans le cadre d'un aménagement du territoire, une offre de formation supérieure au plus près des usagers. Et donc, lors de cette création, bien entendu, une UFR, une unité de formation et de recherche, arts, lettres et langues et sciences humaines a été créée, et un dialogue de gestion a été instauré avec le ministère pour ouvrir des formations en langue. Et ce qui existait à l'époque en France et qui existe toujours, c'est les deux voies possibles, le LEA et donc langue étrangère appliquée, et la mention LLCER, langue, littérature et civilisations étrangères et régionales. Il s'avère qu'à l'époque, de par la proximité avec Nantes, Poitiers et Bordeaux, le ministère a refusé que La Rochelle puisse offrir une mention langue, littérature, civilisation étrangère. Donc notre choix s'est porté exclusivement sur le LEA, mais en négociant une spécificité. Et pour l'époque, au début des années 90, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement original. On a été copié depuis, et tant mieux, à savoir offrir non pas une association de deux langues à visée professionnalisante, la langue non plus comme une finalité, mais comme un moyen de pouvoir exercer à terme un métier. L'idée de La Rochelle était de partir sur le concept d'aire culturelle. Nous voulions former des spécialistes de grandes aires culturelles. Alors, pourquoi vous voyez à l'écran deux parcours, un parcours Asie-Pacifique, puis après un parcours Amérique, ils existent toujours. Nous avons commencé par un parcours Asie-Pacifique, tout simplement parce qu'il y avait des liens historiques du territoire avec notamment la Chine et des pays du sud-est asiatique. Donc, il était cohérent, dans le cadre de l'aménagement du territoire, de corréler l'offre de formation avec les besoins du territoire, d'avoir des experts qui puissent interagir avec ces territoires-là. Donc, ça a donné effectivement des langues très originales, puisque, alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'anglais chinois, c'est plus original du tout, mais en 93, elle était opérationnelle en 95, d'où la date, vous voyez à l'écran, c'était quelque chose d'extrêmement novateur en dehors de Paris ou de l'INALCO. Mais depuis, se sont rajoutés l'indonésien. Là, encore une fois, c'était un pari sur un pays qui était une ère linguistique et culturelle qui était en devenir économiquement.
Et puis le coréen en dernier sur cette ère Asie-Pacifique. Donc nous avons les 3 parcours possibles, anglais-chinois, anglais-coréen et anglais-indonésien. Et puis sur le volet qui nous concerne pour le Brésil, il a été créé juste après, pareil dans les années 90, un parcours Amérique. Donc l'idée c'était, contrairement à ce qui se faisait anglais, espagnol, anglais, éventuellement portugais ou italien ou allemand, d'avoir vraiment dans l'offre de formation des langues qui concernaient le continent et le continent américain. D'où, à parité, une offre en anglais, en espagnol et en portugais du Brésil. Et j'insiste bien, c'est de l'anglais nord-américain et caribéen, du portugais du Brésil et de l'espagnol latino-américain qui est offert dans notre offre de formation. Alors tout cela s'est fait en synergie, comme je vous le disais, avec des réalités socio-économiques du territoire et puis, bien entendu, en prenant appui sur les dispositifs qui commençaient à prendre de l'ampleur. Hein. Je vous rappelle que le programme Erasmus, c'est 1987. Donc, nous sommes immédiatement emparés de ces outils qui étaient à notre disposition pour établir des relations académiques et mettre en place des programmes d'échange universitaire dans le cadre du programme Erasmus, aujourd'hui Erasmus+. Nous avons à peu près de 90 partenariats en Europe actuellement. Et puis, nous avons signé de manière concomitante des accords cadres, hein, des MOU, Memorandum of Understanding, avec des universités en Asie du Sud-Est, donc Nouvelle-Zélande, Australie, Indonésie, je l'ai cité, Malaisie, et ainsi de suite. Et puis, la même chose avec les Amériques. Je crois que M. Giron l'a évoqué tout à l'heure, hein, le premier accord que nous avons signé au Brésil, après une longue prospection cofinancée par l'ambassade de France à l'époque, hein, sur plein de villes potentielles où le LEA aurait pu s'implanter, c'est l'Ouest qui a répondu présent en premier et avec lesquels nous avons donc collaboré à la construction de leur première maquette LEA sur le territoire brésilien. Alors tout cela aussi se fait toujours dans le cadre de partenariats qui sont pas seulement académiques, mais qui peuvent l'être quand même en partie, c'est de corréler notre offre de formation et notre recherche avec des programmes de coopération décentralisés. Donc là, actuellement, nous n'en avons pas avec le Brésil, mais sur l'ensemble des langues qui sont présentes en formation initiale dans le cadre de la licence et du master LEA, des programmes de coopération décentralisés qui impliquent donc de la coopération nord-sud financés en partie par l'Union européenne ou par l'État français, avec un besoin d'expertise scientifique dans des domaines très particuliers. Des fois, c'est sur l'ingénierie, sur l'eau et le traitement de l'eau. Je pense notamment à Kendari en Indonésie. Eh bien, cette coopération, elle est notamment viable parce que nous avons des étudiants ou des ex-étudiants qui ont été formés à la culture, aux affaires et à la langue indonésienne, que nous pouvons aujourd'hui contribuer au développement et au rayonnement socio-économique de notre territoire. Je pourrais vous citer, la liste est très longue, hein, des coopérations sur les presque 30 années d'existence. Toujours d'autres partenariats stratégiques pertinents et qui viennent en appui de notre offre de formation en LEA, c'est la présence dans nos locaux, par convention internationale, de 2 instituts culturels. L'Institut Confucius a été le premier, il y a une douzaine d'années, c'était le 3e en France à l'époque, et le plus récemment, il y a à peu près 5 ans, l'Institut Roi Sejong, qui est le corollaire de Confucius pour la Corée, donc institut à vocation culturelle et linguistique. Donc ces instituts jouent un vrai rôle, alors pas dans l'offre de formation directement, quoique, mais je reviendrai sur ce point-là un peu plus tard, mais en tout cas sur le rayonnement et une appétence pour nos étudiants pour choisir ces formations-là. Je passe à la diapo suivante. Alors, aujourd'hui, de nouvelles perspectives avec un projet d'établissement qui est assez transformant. Donc, l'équipe présidentielle actuelle est en place depuis 2016. Son mandat a été renouvelé, notre président a été réélu là, en janvier 2021, et donc un grand processus de transformation a été mis en place. Alors, il a commencé par l'offre de formation, et bien entendu, ça touche le LEA. Nos maquettes de formation étaient, et le sont toujours d'ailleurs, hein, découpées en unités d'enseignement qui, ces unités se découpent en unités d'enseignement qui se découpent en éléments constitutifs, donc les unités d'enseignement et les EC.
Avec la réforme lors de la dernière contractualisation avec l'État il y a 4 ans, nous avons transformé nos maquettes, et c'est valable pour toutes les formations de l'université, dans un processus de majeur-mineur. C'est un système qui existe déjà depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons, à une différence près. En général, les unités d'enseignement de mineurs, pour un apprenant, doivent être choisies dans des enseignements qui n'ont rien à voir avec la formation initiale principale, donc différente des majeurs. C'est le cas notamment aux États-Unis, où un étudiant qui est en ingénierie doit aller chercher une mineure en psychologie, en art du spectacle, en tout cas pas dans son domaine de compétences. Nous avons fait le choix de maintenir la possibilité de choisir une mineure professionnalisante dans le domaine de compétences du LEA. Donc, toutes nos formations à l'université proposent des majeures disciplinaires liées à la mention du diplôme, mais proposent également des mineurs disciplinaires. Donc, c'est pour ça qu'en LEA, nous avons, alors traditionnellement, depuis l'origine, nous avions du management, ce qui est assez classique dans le LEA. Nous y avons rajouté un parcours commerce international. Et depuis maintenant à peu près 8-10 ans, nous avons rajouté aussi un parcours de mineur en français langue étrangère, français langue de scolarisation, puisque une partie de notre public poursuit des études, soit dans le management, soit dans le commerce international, soit dans des concours de l'éducation nationale, notamment des concours de professorat des écoles, et que le parcours FLE pouvait être intéressant pour ces débouchés-là. Alors, qu'est-ce qui est encore plus transformant aujourd'hui? C'est le fait que dans le projet d'établissement, et ça sera effectif au 1er septembre 2021, nous supprimons l'arborescence classique d'une université en France, qui se décompose d'une part sur le volet formation par des unités de formation et de recherche, et puis des laboratoires de recherche qui y sont adossés. Au 1er septembre, nous aurons une seule structure qui gérera l'intégralité des licences. Donc, c'est un pôle licence, un collégium des licences. Vous y retrouverez l'intégralité des départements et on retrouvera une structure analogue qui va regrouper en une seule instance l'ensemble des masters offerts à l'université, les doctorats qui y sont rattachés et les laboratoires de recherche. C'est un institut de recherche dédié au second et au troisième cycle. Quel est l'avantage de tout ça? C'est qu'il rend réellement l'articulation possible entre majeurs et mineurs. Quand nous avons conçu l'offre de formation il y a 4-5 ans maintenant, sur le principe des majeurs mineurs, potentiellement un étudiant pouvait effectivement aller piocher sa mineure dans un autre département, dans un autre domaine de compétences. Et on s'est rendu compte que, étant gouverné par un mode facultaire, chaque faculté fait ses emplois du temps et finalement, c'est souvent incompatible avec des créneaux disponibles pour qu'un étudiant puisse réellement avoir le choix. Le fait d'être organisé en pôle licence permettra à un étudiant de choisir sa majeure, sa mineure au sein de son département s'il souhaite se spécialiser toujours dans le même domaine, ou aller piocher dans des mineures offertes par d'autres départements. Avec une petite remarque supplémentaire, nous avons créé aussi des mineurs métiers. Et ces mineurs, par exemple, je vous donne une qui est très parlante pour la réalité du territoire, c'est une mineure métier du port. Donc, nous formons au métier du port, et sachant qu'il y a une vraie employabilité sur le territoire au Rochelais, puisque le port de La Rochelle est le 6e port en volume de France et le premier pour ce qui touche l'exportation et l'importation de bois, notamment. Dernier point, et je passerai la parole à Madame Chantraine après, parce que je suis très bavard et j'ai toujours du mal à me minuter. Une ouverture internationale renforcée. Alors, nous avons candidaté lors de l'appel à projet lancé par l'Union européenne. C'est un projet de création d'université européenne qui a été impulsé par notre président de la République, M. Macron, il y a maintenant cela presque 3 ans et demi, 4 ans. L'idée était de redonner un deuxième souffle à la citoyenneté européenne, puisqu'on sait très bien que le programme Erasmus fonctionne très bien, mais vu la montée des nationalismes, des populismes dans un certain nombre de pays, il y a une volonté politique de la France de relancer cette dynamique de la construction européenne, et en passant par la jeunesse, et notamment en passant par la formation de la jeunesse et la formation du supérieur. Et donc, nous avons été lauréats, en tant que porteurs de projet, d'un consortium d'universités qui s'appelle EU Connexus,
donc EU pour European Universities. Connexus, c'est le nom de notre consortium qui regroupe maintenant 9 partenaires européens, alors un peu partout, hein, dans l'Europe, hein, Pays-Baltes, Espagne, Grèce, Chypre, Allemagne. L'idée, c'était de structurer des thématiques de formation et de recherche qui soient proches des nôtres, avec une vision commune de ce que je viens de vous exposer, notamment sur les majeurs et les mineurs. Pas que ça, bien entendu. Hein. Il s'avère que toutes ces universités ont la même spécialisation que nous sur la gestion des littoraux et le risque littoral. Donc, en fait, notre projet d'établissement, c'est littoral urbain, durable, intelligent. Et donc, au sein de ce consortium, nous allons former dans l'ensemble de nos diplômes les jeunes à répondre à ces questions sociétales liées à la vie sur les littoraux. Alors, Connexus est une vraie opportunité pour nous de développer nos formations à l'international. Par ailleurs, d'autres outils sont à notre disposition et nous avons lancé cette dynamique-là maintenant il y a quelques années. C'est celle de double diplôme au niveau des masters. Et nous insistons vraiment sur ce degré d'études, donc le cycle 2, au niveau master, pour l'internationalisation de notre offre de formation. Nous croyons que c'est vraiment à ce niveau-là où les étudiants ont mûri leur projet et se spécialisent qu'il est judicieux d'établir des partenariats et notamment des doubles diplômes. Alors, c'est le cas opérationnel depuis maintenant quelques années avec la Beijing Language Culture University à Pékin, avec laquelle nous avons un double diplôme de master et même un double diplôme de licence en LEA, puisque nous avons de l'anglais chinois et eux ont de l'anglais français. Nous avons, alors celui-là est opérationnel, il est modélisable et nous essayons, d'ailleurs avec quelques collègues qui sont ici autour de l'écran au Brésil, de construire un processus analogue avec eux. Nous avons d'autres doubles diplômes avec le Costa Rica, notamment en écologie, en biologie marine. Donc, c'est une expérience qui porte ses fruits aujourd'hui et qui permet d'aboutir notamment sur un accroissement des co-tutelles de thèse ensuite et forcément des collaborations accrues au niveau des laboratoires de recherche. Et puis, nous avons un dernier modèle qui est aussi ces dernières années fortement impulsé par le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, ce sont les diplômes délocalisés. Nous avons une longue expertise, notamment maintenant depuis presque 15 ans avec le Vietnam et 12 ans maintenant avec le Sénégal, où le but là, c'est d'offrir notre formation in situ avec nos maquettes. Alors, ça n'empêche pas qu'ils soient co-accrédités avec un diplôme local, hein, mais il n'y a pas de flux d'échange dans ce deuxième cas de figure. En tout cas, vous l'aurez compris, le master est quelque chose d'extrêmement important. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Madame Chantraine qui va vous expliquer les spécificités de notre master LCAI, Langue, Culture, Affaires internationales. Merci Eric pour cette première partie de la présentation. Et donc, je vais vous parler du Master LCAI, donc, qui est l'acronyme pour Langue, Culture, Affaires internationales. C'est l'un des parcours que nous avons sur le Master avec la mention LEA. Je vais parler de celui-ci parce que c'est celui qui est vraiment dans la continuité de la licence que nous offrons à La Rochelle Université avec quatre parcours pour la licence. Et donc, dans ce master, on retrouve, alors non pas ces 4 parcours, mais 2 parcours qui sont le parcours Amérique d'un côté, qui fait suite au parcours Amérique de licence, et puis ensuite un parcours Asie-Pacifique, qui est davantage centré sur les langues asiatiques. Donc, il y a cette première dimension plurielle de ce master, et puis on a aussi, enfin, du côté des langues, c'est ça que je veux dire, et on a aussi des matières d'application qui sont assez mal nommées en général par ce terme, mais elles sont chez nous aussi à dimension multiple, c'est-à-dire qu'on est la formation n'est pas centrée uniquement sur la négociation internationale, comme c'est le cas par exemple pour les masters MCI, dont on a une mention d'ailleurs à La Rochelle Université. Ça fait partie des autres parcours que nous avons en master. Mais pour celui-ci, pour ce master LCAI, nous avons donc des matières de commerce international, des matières de relations internationales, et puis aussi des matières qui font la continuité vraiment avec la licence, qui sont des matières de civilisation et de culture,
Donc, soit plutôt de sociétés américaines pour le parcours Amérique, ou alors plutôt donc de sociétés asiatiques Pacifique pour le parcours Asie-Pacifique. Ce qui fait que ce master, il a de bons débouchés professionnels, de bons débouchés professionnels en termes de variété. Et aussi parce que le recrutement que l'on fait n'est pas un recrutement qui est directement issu de notre licence. Donc, vous savez que pour accéder en master, on a une sélection en fait qui est faite à l'entrée en master 1. Et donc, on a des étudiants de chez nous, mais bien sûr, on prend les meilleurs et aussi des étudiants de l'extérieur qui sont les meilleurs selon nos critères d'évaluation. Et donc, les métiers qui sont les débouchés professionnels de ce master sont également variés. Il y a des débouchés plutôt de l'ordre de la coopération internationale que l'on souhaite développer en lien avec notre stratégie de développement. Je veux bien revenir sur la diapo précédente, Eric, s'il te plaît. J'ai bugué, trop vite. J'ai bugué et je ne sais pas comment je fais pour revenir. Je veux bien essayer de faire par cœur aussi. Et donc, qui sont liés en fait, au parcours de coopération internationale que nous avons. Il y a aussi des débouchés dans la négociation internationale, c'est-à-dire dans tout ce qui est commerce international avec des métiers de l'import-export. De la communication internationale, alors j'ai indiqué traducteur, mais c'est vrai que c'est un métier qui soit est très spécialisé avec les écoles de traduction, mais là il s'agit plutôt de personnes qui vont avoir des missions de communication et donc avoir à réaliser des tâches de traduction dans les travaux qu'elles ont à mener. Évidemment, tout ce qui est tourisme, on a des étudiants qui partent travailler dans des agences de tourisme à l'étranger. Et puis, il y a aussi l'enseignement, c'est-à-dire certains de nos étudiants qui deviennent professeurs de français à l'étranger, et puis d'autres aussi qui parfois passent les concours d'enseignement type CAPES et agrégation. Alors, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante, cette fois-ci. Elle ne va pas changer. Alors, je peux anticiper aussi. Elle arrive tout de suite. Parce que je le maîtrise aussi un peu par cœur. Je voulais quand même vous parler dans ce master qui a l'air quand même assez professionnalisant du choix que l'on a fait qu'il s'agisse d'un master qui soit, disons, lié à la recherche. C'est-à-dire qu'on est pour ce master entre une recherche fondamentale et une recherche appliquée. Nous formons les étudiants à réaliser un mémoire autour d'une thématique d'études liées aux matières d'application. Alors, quand je dis matière d'application, ça peut être effectivement tout ce qui est droit marketing, mais aussi la langue appliquée en elle-même. Et donc, ils doivent réaliser un mémoire qui n'est pas très long, qui est moins long que dans le cas d'un master de recherche, sur 3 semestres. Et ils doivent en fait construire ce travail de recherche en lien avec la dynamique de recherche actuellement en France, qui depuis l'année 2007 est conditionnée par la loi d'autonomie des universités et donc le fonctionnement de la recherche par appel à projet. Et donc, ils doivent en fait proposer ce travail de recherche selon différentes étapes, c'est-à-dire une étape de constitution de bibliographie. Alors, je parle peut-être de choses que vous savez, mais voilà, il y a cette première étape, constitution de bibliographie, état des lieux, donc structuration du travail, et puis aussi toute la partie valorisation qu'on nous demande aujourd'hui en tant que chercheurs de réaliser, c'est-à-dire des discours de vulgarisation autour de ce sujet pour permettre à des gens non initiés de comprendre ce sur quoi on travaille et éventuellement des financeurs qui seraient amenés à subventionner nos travaux. Et puis, il y a aussi de la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui se dirigent vers le doctorat. Alors, certes, ils sont peu nombreux, mais on en a quand même tous les ans une petite poignée. Et pour eux, en fait, au S4, quand je dis S4, je dis semestre 4, en fait, au dernier semestre du master, qui pour la plupart va être consacré à un stage, en semestre 4, ces étudiants vont réaliser un mémoire de recherche plus long,
qui ressemble plus au master au mémoire de recherche classique d'un master de recherche. Et voilà, ils sont encadrés par un enseignant qui va les suivre et leur donner tous les conseils nécessaires à ce travail préparatoire qui leur permettra ensuite de se lancer dans un travail de plus grande envergure pour le doctorat. Alors, on a dédié en fait un élément constitutif à ce qu'on appelle EC. C'est une matière, hein, pour tout dire, une matière qui s'appelle approche méthodologique appliquée, qui sert véritablement à encadrer les étudiants dans la constitution de ces différents travaux, donc soit du S1 au S3 ou alors prolongé au S4 s'il y a orientation vers le doctorat, et avec des travaux en atelier. Aussi la tenue de conférences de la part de collègues qui utilisent la recherche dans un sens vraiment un peu inversé, c'est-à-dire qu'il s'agit de collègues qui vont travailler avec des entreprises qui sont venues les chercher pour obtenir des financements publics afin de développer, par exemple, un produit innovant dans leur entreprise. Et il n'y a que les chercheurs d'université qui peuvent leur apporter un savoir, une expertise ou une dimension ou cette dimension innovante pour le réaliser. Donc, c'est aussi à ça qu'on les forme, c'est-à-dire pas forcément à faire de la recherche depuis l'université, mais à se positionner en tant que professionnel qui est capable de concevoir un projet de recherche et pour lequel, dans son entreprise, il a besoin de faire appel, de travailler avec l'université qui, elle, est capable de lever des fonds publics pour mener à bien ces projets. Donc, voilà, c'est en ce sens-là qu'on essaie vraiment d'articuler recherche fondamentale et recherche appliquée et de leur montrer que la recherche doit être véritablement attenante au projet, au développement économique, évidemment, et que l'université n'est pas un endroit complètement cloisonné avec le monde du privé, qu'il voit souvent comme un monde qui n'a plus du tout de rapport avec le système académique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je m'excuse, je vais être obligée de m'absenter pour ma part. Je pense que Éric Montero pourra répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, Madame Chantonne-Braillon. Pas de souci merci beaucoup pour votre présentation. Également à vous, Monsieur Montero. Alors, on a un tout petit temps de questions-réponses maintenant, et puis on aura de nouveau un temps supplémentaire si vous êtes toujours disponible, Monsieur Montero, après la présentation de l'Université Paris-Nanterre, un peu plus long, en tout cas. Je vous fais remonter. Alors, on a deux questions de Monsieur Claudio Menezes. La première question, je pense que vous y avez déjà répondu, c'était quelle est la situation des masters en codiplôme entre l'Université de La Rochelle et les universités des autres continents? Y a-t-il des projets en ce moment, en particulier sur l'Amérique latine et le Brésil? Donc, vous avez déjà apporté des éléments de réponse. Alors, Chine, c'est en cours et effectif. Nous avons même la possibilité de l'avoir pour la L3. C'est souvent compliqué au niveau licence parce que la licence en France, c'est 3 ans et que dans beaucoup de pays, c'est 4 ans. Donc, ça rend souvent le double diplôme à sens unique, c'est-à-dire que c'est eux qui viennent faire leur 4e année chez nous. Par contre, au niveau master, on a des flux récurrents avec Pékin. On l'a élargi d'ailleurs aux 11 autres universités partenaires que nous avons en Chine. Et nous l'envisageons avec Taïwan. Pour parler de l'Amérique latine, mais nous avons un projet de longue date avec Claudio, justement, et ses collègues. Je vois qu'il y en a plusieurs de l'UNB qui sont là. Donc, on n'attend qu'une seule chose, c'est que la crise sanitaire nous permette de remettre les pieds au Brésil et d'aller plus ir para frente avec le projet. Et puis, nous avons été sollicités, puisque le dernier double diplôme que nous avons signé, c'était, donc, comme je vous disais, en écologie et biologie marine avec l'Université du Costa Rica à San José. Nous y étions juste avant le confinement, en février-mars 2020, et avec une sollicitation justement du département de langue qui voit dépérir ces formations parce que de moins en moins de jeunes s'inscrivent dans des formations classiques, puisqu'ils ne voient que comme déboucher les métiers d'enseignement. Et donc, on leur avait présenté le LEA et idem, ils attendent vraiment notre ingénierie pour pouvoir monter un cursus d'abord en licence et puis à terme en master. Mais le point faible pour notre rayonnement sur l'Amérique latine, c'est l'absence de master LEA ou de continuité d'un cursus LEA de second cycle au Brésil.
Très bien. Et une autre question de M. Claudio Menezes. Comment présenter un projet EU Connexus? Ah. En fait, c'est un appel à projet européen qui visait à consolider, en fait, à faire des partenariats privilégiés avec des partenaires européens. Donc, nous avons tous des accords dans le cadre d'Erasmus+, nous sommes conventionnés, ce qui permet de la mobilité étudiante, de la mobilité de personnel administratif et de la mobilité enseignante ou de chercheurs. L'idée, là, c'était de ne pas faire du département par département, mais de construire un projet global. Et donc, il y a des partenariats possibles. Hein. Nous avons dépassé la phase d'amorçage. Hein. Donc, il y a eu 17 consortiums qui ont été validés lors de la première vague il y a 2 ans et 24 autres ont été rejoints depuis, dans une deuxième vague. Il va y avoir la possibilité de travailler en partenariat, effectivement, avec des membres extra-communautaires, en dehors de ces membres fondateurs, hein, de ces consortiums, et notamment en y adossant des réponses à appel à projet sur du capacity building ou de la mobilité de crédit Erasmus, qui là, encore une fois, permet de financer des bourses entrantes et sortantes, et c'est souvent la difficulté, notamment avec la dévaluation des monnaies en Amérique latine, qui rend un projet de mobilité difficile pour un jeune. Donc, nous espérons effectivement de corréler cela avec des réponses à projets, soit du capacity building, soit de la mobilité de crédit. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Montero. Je pense qu'on va passer à la deuxième présentation du Focus France, partie France à présent, puis on aura un nouveau petit temps de questions suite à cela. Je vais désormais laisser la parole à Madame Ingrid Perrucci. Bonjour Ingrid. Bonjour. Si vous avez une présentation également à partager, je vous laisse partager votre écran. Madame Ingrid Bueno-Perrucci est maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre dans le département de langue étrangère appliquée. Elle y enseigne la langue portugaise de spécialité et la civilisation du Brésil dans la licence et le master. Et elle est également coordinatrice des enseignements de langue portugaise et responsable des échanges pour le Portugal et le Brésil. Merci beaucoup, Madame Perrucci, pour votre présence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier l'ambassade de France au Brésil et la Fédération brésilienne des professeurs de français de l'invitation à participer à cet événement qui aura été sans aucun doute très riche en partage d'expériences dans le domaine de l'enseignement du français dans une perspective professionnalisante. Je suis heureuse de pouvoir partager avec vous mon expérience de 15 années au sein de la filière LEA, à partir de l'exemple de la première formation en langues étrangères appliquées qui a été créée en France en 1972 à l'Université Paris-Nanterre. Je vous parlerai de ses défis, de ses atouts, ainsi que de sa singularité vers un enseignement professionnel des langues étrangères. Avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur la photo de couverture de cette présentation. Vous pouvez y voir le campus de l'Université Paris-Nanterre, vaste de 32 hectares, et tout au fond, les bâtiments du quartier de la Défense, qui est le plus grand quartier d'affaires d'Europe et se situe à la limite entre Paris et Nanterre. L'Université de Nanterre, bien que relativement jeune, elle a un peu plus de 50 ans, a marqué l'histoire. Impossible d'ignorer qu'elle a été le théâtre des événements de mai 68. Pour ces raisons aussi, c'est-à-dire pour sa jeunesse et son militantisme d'un côté, et aujourd'hui pour sa localisation géographique privilégiée, elle est un lieu d'innovation. La filière LEA y a été créée à ses débuts. D'autres filières de référence y ont été créées depuis, à l'exemple plus récemment de la filière humanité. À l'origine de la création de cette filière se trouvent donc les caractéristiques propres à l'Université de Nanterre, sa localisation géographique ainsi que le contexte social, économique et des étudiants d'alors. Sa naissance répond aux défis de son époque. L'accueil d'un nombre croissant d'étudiants dans l'enseignement supérieur d'un côté
et le besoin de professionnalisation et d'élargissement des débouchés de l'autre, afin de contrer aussi un chômage qui s'intensifiait. C'est alors en 1972 que la licence pratique en langue vivante, première appellation de la LEA, y a débuté. Il s'agissait de mettre en place une formation pluridisciplinaire, axée sur l'apprentissage de 2 langues étrangères et l'acquisition de connaissances dans des matières dites d'application, droit, économie et marketing, entre autres, ou essentiellement. Aujourd'hui, chaque université où la LEA est présente propose différents parcours de spécialisation qui peuvent être en accord avec les dynamiques du marché du travail, de l'ère géographique où se situe l'université, comme nous l'avons vu par l'exemple de l'Université de La Rochelle. Et nous avons aussi l'exemple de l'Université de Bordeaux, où on trouve un parcours économie du vin, œnotourisme et interculturalité. Hop. Il faut aussi rappeler qu'à l'époque de sa création, les formations classiques en langues étrangères conduisaient à l'enseignement et à la recherche, des débouchés qui ne répondaient que partiellement aux nouvelles dynamiques professionnelles dans le contexte de l'accélération de la mondialisation. Ainsi, les buts formatifs étaient de permettre un approfondissement de l'étude des langues étrangères dans des contextes pratiques en lien avec le monde de l'entreprise, complémentés par des connaissances dans des matières fondamentales de l'univers du commerce et des affaires à l'international, tels que le droit, l'économie, la civilisation, le marketing, les nouvelles technologies, entre autres. Étant donné ces buts formatifs, la filière est en développement constant et ne fait que se renforcer, attirant la majorité des bacheliers qui veulent aujourd'hui se spécialiser dans les langues étrangères. Bien que conçu et constamment modifié selon les demandes réelles des entreprises et des activités professionnelles plus larges à l'international, ce qui lui confère crédibilité et attractivité, la filière LEA n'échappe pas aux critiques. J'ai souhaité vous en parler aujourd'hui, car ce sont peut-être vos doutes, vos réticences aussi par rapport à la filière et aux bénéfices que sa mise en place dans de nouvelles universités pourrait avoir. La première critique, donc, son caractère pluridisciplinaire, qui est l'un de ses atouts, soulève aussi des doutes sur les réelles spécificités de la filière vis-à-vis du marché de l'emploi, ou en bref, cette formation prépare à quel métier en particulier? Ne serait-elle pas trop généraliste? Après bientôt 50 ans d'existence, de travail des enseignants en vue de répondre aux demandes ministérielles et des agences d'évaluation, la licence et le master LEA ont ciblé les métiers auxquels ils préparent leurs étudiants. Il faut aussi remarquer que l'évolution à grande vitesse des technologies de l'information a un impact souverain sur le marché du travail, de façon que la filière LEA est en constante adaptation, notamment dans le secteur de la communication, à l'exemple de l'intégration de concepts comme le web marketing, réseaux sociaux, infographisme, qui sont devenus des matières à part entière du master LEA à Nanterre. Ainsi, pour répondre à ces doutes, j'affirme que loin d'être un handicap, sa pluridisciplinarité permet aux futurs employés d'avoir une compréhension de l'ensemble des secteurs composant l'entreprise, d'être multitâche et de savoir s'adapter aux exigences professionnelles les plus actuelles. Deuxième critique. En tant que formation universitaire en langue, la filière peut être perçue négativement par les enseignants-chercheurs comme formation utilitaire ou, vue de l'extérieur,
comme formation n'étant pas assez professionnalisante par manque de praticiens ou d'intervenants du monde professionnel. Tout d'abord, la capacité à théoriser, à mener une réflexion approfondie, en somme, à développer un esprit critique qui sont caractéristiques de l'enseignement universitaire, n'est pas absente de la formation LEA, qui se fait idéalement en 5 ans. L'évidence de cette réalité se trouve, par exemple, dans le développement de la recherche. Le Master LEA de Nanterre prévoit la rédaction de 2 mémoires professionnels rédigés dans les 2 langues étrangères étudiées, un travail qui demande une grande capacité de théorisation et d'analyse. Par ailleurs, les enseignants s'investissent aussi dans de nouveaux champs de recherche connectés au monde professionnel. À titre d'exemple, je cite les colloques et journées d'études récents organisés par les collègues intervenant au Master LEA. Journée d'études langue et pratique du discours en situation professionnelle, journée d'études discours et discorde dans les initiatives RSE, le concept de responsabilité sociale des entreprises, journée d'études Covid, culture et communication. Quant aux doutes qui soulèvent un prétendu manque de pragmatisme des enseignants, elles ne se justifient pas non plus. S'il est vrai que la formation est menée essentiellement par des enseignants-chercheurs en licence, ce n'est pas le cas du master où la spécialisation devient effective. Ainsi, la majorité des intervenants au Master 2 vient du monde professionnel. Ils apportent aux étudiants les défis du travail sur le terrain. Sous leur direction, le Master devient une mini-entreprise, les étudiants ayant des tâches réelles et précises. En termes de professionnalisation, il y a encore le stage d'1 semestre obligatoire qui doit se passer en priorité à l'étranger. Voilà donc mon point de vue. Ceux qui cherchent à se professionnaliser tout en s'approfondissant dans l'apprentissage des langues pourront s'épanouir en LEA, tandis que ceux qui défendent la primauté de la recherche et des savoirs y trouveront aussi des chemins de théorisation et d'analyse riches et actuels. Troisième critique ou plutôt méfiance. Beaucoup d'enseignants, souvent issus de formations classiques en lettres et en langues étrangères, se montrent méfiants, en particulier vis-à-vis de la place vouée à la littérature en LEA. En effet, la littérature ne doit pas avoir de place prépondérante en LEA, si ce n'est que dans les cours de culture générale ou de culture des pays dont la langue est étudiée, que nous avons dans la première année de la licence LEA à Nanterre. La littérature a son importance, mais elle ne constitue pas le moyen par lequel la langue et la culture étrangère sont étudiées, selon les buts de la filière. La LEA présuppose surtout l'enseignement-apprentissage de la langue pour la communication, la langue dans son utilisation professionnelle, la langue dans sa diversité internationale, la langue des affaires et des négociations, la langue aussi de la presse, la langue des nouveaux médias, tels que les réseaux sociaux, et encore la langue du marketing, enfin, la langue dans sa vitalité et sa diversité contemporaine. La culture ou la diversité culturelle des pays où on parle la langue étudiée en LEA ne passe pas non plus par la littérature. Elle passe plutôt par les récits historiques, sociologiques, par le discours de la presse. Dans une perspective interculturelle, l'étude de la culture permet la connaissance, l'appropriation et la problématisation des règles sociales, des normes d'interaction entre les individus et les institutions, tandis que la civilisation, dont l'étude est également centrale en LEA, permet aux futurs professionnels de cerner les héritages du passé dans le présent, ainsi que les principaux enjeux de notre monde et de ses effets sur nous et nos sociétés. Ayant donc fait un peu le tour des avantages et des inconvénients
qui ne le sont pas finalement, en LEA, je vous invite à connaître rapidement notre formation à Nanterre, constituée de la licence et du master, comprenant un total de 5 années d'études universitaires. Notre formation se distingue par la possibilité donnée aux étudiants inscrits en licence de choisir tout couple de langues parmi les 9 langues suivantes: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec, italien, portugais et russe. La poursuite des études en master, formation sélective de 2 ans, approfondit les connaissances propres au parcours de spécialisation de la licence et prépare à l'insertion au monde de l'entreprise. Le département LEA se situe à l'UFR LCE, Langues et Cultures étrangères, qui regroupe la formation LEA ainsi que les formations classiques en langues étrangères. Plus de la moitié des étudiants de l'UFR sont inscrits en LEA. À la première année de la licence, on dénombre plus de 300 étudiants. Au niveau du master, où l'entrée reste très sélective, ils ne seront pas plus d'une 50aine. La licence LEA est donc structurée par l'étude de la langue, de la traduction et de la civilisation. La langue s'étudie dans des cours de pratique écrite et orale, la traduction dans des cours de thèmes et versions journalistiques et économiques, et la civilisation dans des cours portant sur l'histoire, l'économie et l'actualité des pays où on parle la langue étudiée. Par exemple, ceux qui étudient le portugais ont des cours de civilisation du Brésil et du Portugal. Aux enseignements complémentaires, en droit, en économie, en marketing, en français, en informatique, s'ajoutent les parcours de spécialisation, qui sont 3 à Nanterre: affaires et entreprises, médias et communication, tourisme international. L'étudiant doit choisir un parcours qui se poursuit en master. En tant qu'enseignante de langue portugaise, je suis responsable, par exemple, du cours de langue des affaires en portugais et du cours analyse de la presse en portugais, qui font partie des parcours proposés. Les secteurs, à propos des débouchés maintenant, les secteurs et postes visés par les étudiants sont nombreux à l'issue du master. Les parcours proposés sont destinés à donner aux étudiants des orientations professionnelles précises qui correspondent à des secteurs ciblés. Comme nous pouvons le voir, les débouchés sont nombreux dans les parcours proposés. Le master est la suite logique et complémentaire de la licence. Le master M2I bénéficie d'une très bonne réputation, ayant été classé parmi les meilleurs de France dans son domaine par le classement Aide Universal, la revue Le MOSI et le magazine Le Nouvel Observateur. Il bénéficie d'un important réseau de partenaires et de nombreux intervenants du monde professionnel. Il allie des enseignements plus théoriques avec des cours pratiques assurés par des collaborateurs de plusieurs grandes entreprises françaises. La Chambre du commerce et de l'industrie des Hauts-de-Seine, située dans le quartier de la Défense à Nanterre, a une convention de partenariat avec ce master, ce qui permet aux intervenants du monde professionnel de participer de toutes les instances formatives et décisives, à l'exemple de la participation au jury de soutenance de mémoire, par exemple, ou de stage, et au comité de perfectionnement de la formation. Comme tous les étudiants européens, les étudiants de LEA ont la possibilité d'effectuer un semestre d'études dans une université étrangère pendant la licence ou le master par le biais du programme Erasmus+, ou dans le cadre des accords bilatéraux.
Le département de LEA a des accords avec des dizaines d'universités européennes et mondiales, à l'exemple du Brésil. Pour quelques langues, des bidiplomations ont aussi été mises en place, ce qui met encore plus en valeur notre diplôme et le profil trilingue de nos étudiants. Nous sommes toujours ouverts à l'établissement de nouveaux partenariats dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, notamment avec le Brésil. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour plus d'informations à l'adresse mail qui s'affiche, ibenope@parisnanterre.fr. Merci. Merci beaucoup, Madame Perucci, pour ces propos et ce retour de bonnes pratiques de France. En fait, c'est vraiment inspirant et modélisant. Donc, j'invite les participants à poser leurs questions sur le chat. Nous en avons déjà un certain nombre qui ont été posés pendant votre présentation, donc qui peuvent être répondues par Madame Perucci. Puis, dans un second temps, certaines seront aussi peut-être pertinentes pour Monsieur Montero. Alors, dans le cadre de Nanterre, première question, quels sont les taux d'employabilité des étudiants en LEA de Nanterre? Le taux d'employabilité, oui, c'est compliqué. Je n'ai pas les données officielles, mais c'est vrai qu'ils ont une très bonne insertion. Selon le rapport de l'ARS, qu'on a rendu à l'ARS, qui est l'agence de notation, ce taux d'employabilité est autour de 90% des étudiants, ou même plus. D'accord. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ils ont une très bonne insertion. D'accord, merci beaucoup. Je regarde, c'est des questions qui sont vraiment pour Nanterre, ou elles sont un peu pour les deux. Alors, une question, pourrait-on approfondir les relations université-entreprise hors recherche appliquée? Hors recherche appliquée. C'est ça une question à chaque enseignant, à chaque département. Mais ici, c'est dans le cadre du LEA que nous faisons ce pont entre les langues étrangères et les entreprises. Et comme je vous l'ai dit pendant ma présentation, il y a d'autres formations en langues étrangères, les LLCE, les formations classiques, et elles ne prévoient pas de lien avec le monde professionnel, le monde de l'entreprise. Ça, c'est la LEA qui le fait. D'accord. Alors, une question. Oui, si vous voulez, Monsieur Montero, allez-y. Oui, sur la relation avec le monde socio-économique, en fait, nous avons, dans les actuelles composantes, et puis même après le 1er septembre, nous avons en fait un assesseur lié au monde, aux relations et au monde socio-économique. Donc, cela nous aide énormément pour avoir notamment dans le cadre de nos intervenants, nous avons un enseignement qui tourne autour des conférences professionnelles avec des synthèses obligatoires rendues par les étudiants qui ne sont faites que par des professionnels. Et, alors, c'est évident, on cherche à accroître le nombre de ces interventions. Et comme le disait Madame Perucci, la plupart des enseignants qui enseignent en LEA ont une formation classique. Alors, c'est vrai que c'est aussi une politique à avoir de recrutement, d'aller chercher des collègues qui ont un vécu. Et on essaie d'avoir effectivement, depuis maintenant 4-5 ans, ce regard-là de collègues qui ont eu aussi des expériences dans le monde de l'entreprise, à l'international, pour apporter ce retour d'expérience par rapport à une employabilité. Par rapport aux statistiques, nous, Nanterre, enfin toutes les universités doivent faire remonter ces statistiques au ministère. Il y a une chose qui nous inquiète. Alors, il y a deux critères dans les enquêtes qui sont faites. La question qui est posée, c'est l'employabilité à 6 mois, l'employabilité à 2 ou 3 ans. C'est ça. Alors, ça dépend de… Et alors ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est est-ce que l'employabilité, enfin l'emploi correspond à la formation initiale par rapport à son thème. Alors, dans 95% des cas, effectivement, ça corrobore. La formation initiale est bien en adéquation au secteur d'activité dans lequel l'ex-étudiant évolue. Ce qui est moins positif, c'est le degré d'études. Et souvent, nous avons des étudiants de master qui sont employés en fait sur des postes à Bac+3 et non pas à Bac+5. Donc, s'il y a une évolution sur les indicateurs à travailler, c'est sur cela,
de faire en sorte qu'un étudiant qui sort d'un master LEA soit bien recruté à un niveau ingénieur et non pas à un niveau technicien du supérieur. Prochaine question qui porte sur les stages. Alors, question de Suelen Rocha. Est-ce que le stage à l'étranger est financé par l'université? Et pour les étudiants qui viennent au Brésil pour faire un stage, dans quel contexte réalisent-ils ce stage? Non, l'université elle ne finance pas ces stages, mais les étudiants, ils ont d'autres aides possibles. Donc, aide de la région, aide au niveau national. Donc, ils ont la possibilité d'avoir des aides financières qui financent qui peuvent maintenant financer même la totalité de leur séjour au Brésil, par exemple. Ça dépend de chaque condition financière aussi des étudiants. D'accord. Les régions, depuis les dernières décentralisations et regroupements de régions, nous, par exemple, on a changé de région. Hein. Alors, vous, à Nanterre, je ne pense pas, mais nous étions avant Poitou-Charentes, sommes aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine, et ce changement de région a été extrêmement bénéfique pour nos étudiants. Les aides ont quasiment doublé, sachant qu'un stage à l'étranger, notamment un stage au Brésil, n'était pas rémunéré. C'est la loi française qui s'applique quand le stage est en France, et là, avec un taux de rémunération qui est connu, hein, qui gravite autour de 500 € par mois, aucune obligation de rémunération à l'étranger. Il s'avère que les aides aujourd'hui, données par la région Nouvelle-Aquitaine, sont à peu près du même montant, voire même un petit peu plus, quand le stage est hors Europe. Donc, ça permet de financer la mobilité. Oui. Ce qui avait été problématique au Brésil, là, il y a 2-3, je ne m'occupe plus des stages du tout, mais il faudrait se pencher sur la question. Le Brésil imposait pour allouer un visa stage à un étudiant qu'il soit inscrit dans une université brésilienne. Donc, oui. avec Monsieur Claudio Menez, ici présent, m'avait sauvé la mise à 2 ou 3 reprises où on avait artificiellement inscrit un étudiant qui réalisait son stage dans le sud du Brésil en mobilité d'échange académique à l'UNB, alors qu'il n'a pas mis les pieds. Je ne devrais pas dire ça, mais il faut bien trouver des pour nos étudiants. Mais c'est une aberration. Alors, je pense que la volonté du ministère du Travail au Brésil, c'était de lutter contre l'emploi précaire, ce qui est tout à fait louable. Hein. Mais en même temps, il rendait obligatoire le semestre d'échange pour que le stage puisse avoir lieu. Donc, alors je ne sais pas où en est l'état de la réglementation aujourd'hui pour les visas entrant au Brésil, mais ça a été un peu problématique pendant 2 ou 3 ans. D'accord. Merci beaucoup. Alors, prochaine question de Jocilene Prado, qui est professeure de français à l'Université de Santa Cruz, à Ilhéus, dans la Bahia. Pourrions-nous intégrer le texte littéraire dans la formation en LEA ou bien serait-ce une contradiction? À mon avis, ce n'est pas une contradiction. C'est comme je l'ai dit, la littérature elle n'est pas interdite en LEA, mais elle est plus pratiquée, elle est plus présente en L1, c'est-à-dire à la première année de la formation. Après, c'est vraiment une visée professionnelle, professionnalisante de la langue. Hein. Ce sont des enseignements de langue des affaires, langue des médias, et on laisse la littérature pour la culture, surtout pour la culture générale. D'accord. C'était une question de Claudia Barros qui était plus pour Madame Perucci, mais je pense que ça concerne également M. Montero. Je voudrais savoir s'il y a beaucoup d'élèves qui choisissent d'étudier le portugais. Oui. On n'aura pas les mêmes réponses. Je vous en prie, Madame Perucci. Bon, nous avons beaucoup d'étudiants. En première année, ils sont à peu près une soixantaine. Ils sont une soixantaine entre LCE et LEA. Ils sont un peu plus nombreux en LEA. Mais même en licence, la formation est sélective. Donc, oui, une trentaine en LEA, on va dire. Et ça diminue selon les années parce qu'il y a toujours une sélection interne. Et au niveau de la licence, du master, pardon, ils sont beaucoup moins nombreux. Ils sont 4 ou 5 en moyenne parce que la formation est très sélective et nous avons une cinquantaine de places seulement pour les 9 langues. Nous, à La Rochelle, la réponse sera forcément différente puisque chez nous, c'est un parcours trilingue obligatoire.
Donc, ils n'ont pas à faire le choix entre anglais, espagnol ou anglais, portugais. Ils font anglais, espagnol, portugais des Amériques. Résultat des courses, entre la L1 et le M2, nous avons presque 600 étudiants qui apprennent le portugais. Quand j'avais annoncé ça lors d'un séminaire à l'ambassade du Brésil à Paris, il y a peut-être 3 ans, ils n'en avaient pas conscience, hein, puisque c'est un état des lieux sur l'enseignement du portugais en France, hein, primaire, secondaire et supérieure. Ils avaient réalisé que d'un seul coup, à La Rochelle, il y avait un pôle de compétences sur la langue portugaise et en plus focus brésilien, puisque nous n'enseignons que la norme brésilienne, assez important. Et je pense que ça, c'est pour la diversité des langues, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et sur l'insertion professionnelle, notamment de nos étudiants à la fin du cursus, c'est quelque chose qui joue vraiment en leur faveur, le fait qu'ils aient un parcours trilingue et non bilingue. Puisque des étudiants qui ont fait de l'anglais et de l'espagnol, c'est pléthorique en France. Des étudiants qui ont fait de l'anglais, de l'espagnol et du portugais, on en trouve beaucoup moins. Donc, ça leur donne des opportunités franchement supérieures. D'accord. Oui. J'aimerais juste ajouter peut-être que nous avons 2 langues obligatoires à Nanterre et il y a toujours la possibilité d'étudier une 3e langue, mais pas au niveau des spécialisations de 2 premières langues. Et au niveau du master, par contre, l'anglais est obligatoire à Nanterre. Donc, si l'étudiant il a choisi en licence d'étudier l'italien et le portugais, par exemple, ou italien-chinois, s'il veut continuer en LEA, au niveau du master, il doit avoir un très bon niveau en anglais aussi. D'accord. Nous avions une question de Madame Maïra Guedes, qui est professeure à la faculté de lettres de l'Université fédérale de Juiz de Fora, qui demande un éclaircissement, une confirmation de ce que vous avez déjà présenté, parce que la filière LEA n'est pas très connue au Brésil. La filière et le master en LEA n'a pas que de futurs professeurs de langue, mais vise des intervenants du monde professionnel en général, c'est-à-dire journalistes, entreprises commerciales, etc. Ai-je bien compris? Oui, c'est ça. Nous formons pour des métiers de la communication, les métiers des affaires en général, travail dans des entreprises multinationales. Oui, c'est ça. Le journalisme, dans le métier de la communication, oui, on trouve le journalisme. D'accord. Une question de Gabriel Moura. Est-il possible de faire la sélection de Master 1 à distance? Pour Nanterre, oui. À Nanterre, c'est possible de faire la sélection à distance. Cette année, toute la sélection a été faite uniquement à distance, justement. D'accord. Je vois que M. Montero a répondu directement dans le chat. Oui, pour la candidature, oui. Pour les cours en distanciel, c'est vrai que je pense que toutes les universités françaises vont se poser de sérieuses questions quant à l'offre de formation en distanciel, puisque nous avons dû nous adapter lors du premier confinement à du cours en distanciel ou de l'hybridation. Et puis, deuxième confinement, nous avons mis en place des outils qui commencent à être performants et avec des collègues qui, par la nature, par la force des choses, ont dû se former. Et on se rend compte qu'un certain nombre d'enseignements peut se faire en distanciel de manière assez simple, et y compris dans le cadre de double diplôme qui serait co-accrédité, des cours, les enseignants ou les étudiants ne sont pas forcément obligés de se déplacer, mais on peut mettre en place des maquettes qui se feraient en partie en distanciel. Donc, plein de perspectives. Merci Covid pour ça, en fait. Il faut aussi retirer les choses positives, mais je pense qu'on a en ingénierie de formation et notamment en hybridation des formations, on a beaucoup appris de la crise, ça c'est certain. D'accord, merci beaucoup. Et une question une proposition pour M. Montero de M. Pierre Ohaillon, de la Direction des Relations internationales de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, qui nous dit qu'il est ouvert à des accords de coopération, recevoir par exemple des enseignants de français de votre université en vue de formation de nos enseignants de français. Notre directeur, il vous donne les contacts du directeur des relations internationales de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, et il nous indique que l'université a 285 accords en cours avec des universités étrangères, donc 49 avec des universités françaises et 9 avec des universités francophones. Voilà, c'est une proposition de partenariat. Alors, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, on est conventionné avec l'UFRJ depuis très longtemps, notamment en histoire et géographie. On a eu pas mal de co-tutelles de thèses, notamment, et de profs invités de l'UFRJ ici à La Rochelle et vice-versa, mais pas dans les domaines linguistiques, effectivement. Donc, on est tout à fait ouvert à cela, et sachant qu'on a un parcours
et une formation de didactique du français langue étrangère, donc qui vise à former des professionnels. Donc, avec grand plaisir, je le contacterai par la suite. Merci beaucoup. À la deuxième partie de ce focus, merci beaucoup, Madame Perucci, Monsieur Montero, pour vos interventions et vos réponses aux questions. Si nous avons d'autres questions, bien sûr, on vous les fera passer par écrit. Je vous souhaite une bonne après-midi en France. Merci beaucoup. Même. Merci beaucoup. Nous voilà arrivés au match retour de ce focus sur le cursus LEA avec l'exemple brésilien que nous allons à présent présenter. Tout d'abord, Monsieur Claudio Menezes va prendre la parole, qui va nous faire un retour d'expérience de l'Université de Brasilia. Il sera ensuite suivi par son collègue Marcos Carneiro. Monsieur Francisco Claudio Sampaio de Menezes est professeur adjoint au département des langues étrangères et traduction à l'Institut de lettres de l'Université de Brasilia. Il a coordonné la création et la mise en place du bacharelado en langue étrangère appliquée au multilinguisme et à la société de l'information qui s'appelle LEA-MSI de l'Université de Brasilia. Il a été le premier coordinateur de ce bacharelado de 2010 à 2013. Et il est actuellement coordinateur de la chaire UNESCO de l'Université de Brasilia sur les politiques linguistiques pour le multilinguisme et également membre du bureau de l'Association internationale des langues étrangères appliquées qui s'appelle l'AILEA. Claude, je vous laisse prendre la parole et on passera ensuite à Marcos, que je présenterai plus tard. Merci beaucoup, Louise. Bonjour. Alors, on va faire un essai d'être complémentaire, moi et mon collègue Marcos Carneiro, qui parlera tout de suite après. Tout d'abord, je voudrais remercier à l'ambassade de France, et en particulier à Louise, pour cette initiative de cette journée d'échange d'expérience en LEA, qui est une réussite, parce que j'ai vu qu'il y a plus de 160 participants tout à l'heure. Alors, pour ma présentation, je vais suivre un petit peu ce plan de présentation, une introduction tout d'abord, puis après quelques considérations sur le contexte international. Par la suite, un très bref commentaire sur la LEA au Brésil et à l'Université de Brasília, puisque Marcos va parler un peu plus à ce sujet. Et quelques idées pour l'expansion du LEA au Brésil et quelques conclusions. La filière LEA, il y a un petit problème ici, je vais voir si j'arrive. Oui, la filière LEA, comme vous le savez, les titulaires de la licence poursuivent majoritairement leurs études, master, école spécialisée, grande école, car c'est à Bac plus 5 que les universitaires sont vraiment attendus sur les marchés du travail. Ils se dirigent ensuite vers le métier d'enseignement, l'interprétariat, de la traduction, de la rédaction technique, du journalisme, du commerce import-export, du tourisme culturel, des relations internationales et de la logique internationale. Quelques exemples de métiers, le plus souvent après le Bac plus 5, attaché commercial, bilingue ou trilingue, chargé de la communication, commercial, import-export, juriste international, traducteur technique, enseignement dans les écoles, collèges ou lycées. Comme vous le savez, LEA, c'est une sorte de programme plateforme, ce qui permet une certaine flexibilité dans la vie professionnelle. Ça, j'ai pris sur le site de ONICEF en France. À l'Université de Québec, à Montréal, ils n'utilisent pas le terme LEA, mais
dans cette université, il déclare que le programme de langue et culture moderne est inspiré de la licence en LEA, un programme populaire en France. La majeure en langue et culture moderne offre la possibilité de se perfectionner dans 2 langues, parmi l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, langue seconde, l'arabe, le chinois ou le japonais. À l'UQAM, pas moins de 24 combinaisons sont possibles. En tout, les étudiants à l'UQAM suivront 17 cours de langue, dont 11 doivent obligatoirement être suivis en allemand, en espagnol, en anglais ou en français, langue seconde. Les 6 autres cours peuvent être suivis dans l'une ou l'autre de 7 langues. Un cours en compétences informationnelles pour les francophones ou en grammaire pour les allophones, ainsi que 2 cours d'un autre domaine ayant un lien avec les langues ou les cultures complètent le programme. Voilà un petit panorama de la filière et en France et dans d'autres pays. Je vais faire un petit commentaire sur le LEA dans ces pays-là. LEA en France, LEA en Espagne, LEA au Canada, LEA dans d'autres pays, et un bref commentaire sur l'Association nationale de langue étrangère appliquée et l'Association internationale des langues étrangères appliquées. Bon, LEA en France, j'ai vu qu'il y a à peu près 79 établissements. Bon, en général, c'est un bac plus 3, suivi par M1 et Master 1 et Master 2. Et dans quelques cas, un doctorat qui ne s'est pas encore trop renforcé parce que, comme vous savez, le doctorat en général est axé sur la recherche. Mais voilà une situation plus ou moins complète qui va jusqu'au doctorat, le bac plus 8. En Espagne, enfin, 2 universités offrent la filière LEA, l'université Pompeu Fabra en Barcelone, dans la région de la Catalogne, et aussi l'Universidad Europea del Atlántico à Santander. Et au Canada, comme j'avais dit, l'Université de Québec à Montréal a un programme qui est similaire à LEA. Dans d'autres pays, sur le site de l'Association nationale de LEA, il y a toutes ces universités qui offrent la filière LEA, l'Université française d'Égypte au Caire, l'Université libanaise, l'Université Ibn Tofay au Maroc, à Cluj, l'Université Bab Boliai. LEA est très développée en Roumanie. Bucarest aussi offre la filière, Sibiu aussi offre la filière, en Bulgarie, l'Université de Sofia, en Russie, l'Université linguistique d'État de Plotigorsk, et au Brésil, l'Université de Brasilia, l'Université d'État de Moldova et l'Université estaduale de Santa Cruz à Ilhéus Bahia, qui a été mentionnée par Éric Montero dans son exposé tout à l'heure. Voilà. Bon. L'Association nationale des langues étrangères appliquées est une association universitaire créée en 1972 afin de représenter, de promouvoir et de fédérer les formations françaises en langue étrangère appliquée. Et l'Association internationale des langues étrangères appliquées est rattachée à l'Association nationale de LEA, CIS en France, et elle fonctionne selon les principes énoncés dans les articles 9 et 12 des statuts de l'ANLEA. En ce moment, il y a 11 universités internationales membres de l'ANLEA, sont les 11 universités que j'ai montrées dans les diapos précédents. Très bien.
Alors, au Brésil, nous avons les 4 universités: Université Estadual de Santa Cruz, Université Fédérale de Paraíba, le Centre Fédéral d'Éducation Technologique Celso Soukov de Fonseca et l'Université de Brasilia. Les 3 premières offrent ce qu'on appelle LEA appliqué aux négociations internationales, et nous, ici à Brasilia, offrons un LEA qui s'appelle Multilinguisme et Société de l'Information. Bon, dans notre programme ici à l'Université de Brasilia, il est un bac plus 4 qui consiste en ce moment à 192 crédits. Un crédit correspond à 15 heures de classe. En tout, ça fait 2880 heures de classe. Bon, en ce moment, et ça c'est en train de changer, mais en ce moment, il y a le choix obligatoire sur 2 langues sur 3, anglais, français et espagnol. Le domaine d'études de notre LEA MSI, enfin, il est axé sur la communication en langue étrangère et l'accessibilité. Un deuxième domaine d'études, c'est la terminologie technique, et un troisième, qui c'est le domaine où je travaille un peu plus souvent, c'est le multilinguisme dans le cyberespace. Mais ça n'empêche que nous avons aussi ce qu'on appelle des domaines connexes, tels que l'organisation des conférences multilingues et le traitement automatique des langues, qui aussi est choisi pour quelques de nos étudiants. Mais là, c'est un bac plus 4. Ici au Brésil, c'est un peu différent de la France parce que nos masters, normalement, sont de 2 ans. Bon, il y a eu quelques questions au précédent sur les débouchés. J'ai pris ça sur le site du Le Point, où ils disent qu'en France, le taux d'insertion de langue étrangère appliquée enfin, gire autour de 89% des étudiants, ce qui est quand même un chiffre très important offert par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la francophonie en France. Bon, je suis presque à la fin, mais je vais faire quelques commentaires sur l'expansion du LEA au Brésil. Je pense que cette étude qui a été présentée par les collègues de l'Université de São Paulo, c'est très important pour cibler un peu l'expansion du LEA au Brésil. Mais comme vous savez, le LEA est un cours plateforme qu'il y a un rapport avec d'autres domaines de la connaissance. Par exemple, le tourisme, par exemple, la muséologie, les langues autochtones. Le Brésil, au contraire de ce qu'on peut penser, nous avons à peu près 180 langues qui sont parlées dans le territoire national. Tout ça sont des offres d'opportunités. Bien sûr que, comme Eric Monteiro a cité, la création de Master LEA, elle s'impose comme une possibilité d'évolution de LEA au Brésil. Et bien sûr, les recherches en LEA, c'est aussi une voie d'expansion de LEA au Brésil, et ça a évidemment un rapport avec d'autres domaines de la connaissance. En général, nos étudiants font des masters dans d'autres cours qui sont offerts soit ici au Brésil, soit à l'étranger, mais il est vrai que nous avons un bout de chemin à faire dans ce domaine de la création des masters et des recherches en LEA. Bon, pour finir, je dirais que l'expansion de la filière LEA au Brésil est pleinement viable. La création des masters double diplôme, par exemple, serait probablement une des priorités dans l'immédiat. La coopération académique interuniversitaire et internationale doit être renforcée. Les séjours d'études à l'étranger sur la base de la réciprocité entre chercheurs et étudiants sont des initiatives à poursuivre. Je pense que ce problème que Eric a mentionné, du problème de visa, est quelque chose tout à fait simple à solutionner.
Et finalement, la poursuite des programmes de master et d'études doctorales à l'étranger est quelque chose qui doit continuer pour que le LEA soit renforcé ici au Brésil. Voilà quelques idées pour l'expansion du LEA au Brésil. Je suis tout à fait disponible pour répondre aux questions qui éventuellement les participants puissent poser à ce sujet. Merci beaucoup, gracias, thank you et obrigado. Voici un peu une petite photo de notre campus ici à l'Université de Brésil. Et bien sûr, ça c'est une photo prise avant la pandémie. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudio. Avant de passer aux questions, on fera la présentation d'abord de Marcos, puis on passera aux questions pour tous les deux dans un second temps. Donc, Marcos va nous faire maintenant la perspective du changement du cursus du bacharelado de LEA de l'Université de Brasilia. Marcos est professeur permanent de l'Université de Brasilia. Il enseigne au département de langue étrangère et traduction de l'Institut des lettres. Et tout en exerçant ses activités de professeur, il est également coordinateur de la filière langue étrangère appliquée au multilinguisme et la société de l'information. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En tant que professeur et coordinateur de la filière langues étrangères appliquées, multilinguisme et société de l'information, je vais vous parler de la révision du programme du cursus LEA-MSI. D'où sommes-nous partis? Où allons-nous? Et en disant nous, je parle au nom des 10 professeurs du cursus d'LEA de Brasilia, venus de différents parcours académiques et à partir desquels LEA-MSI a été mis en place. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Le cursus LEA-MSI est disponible sur le web. Vous trouverez davantage d'informations en français sur le site et sur YouTube en cliquant sur les liens qui apparaissent sur la diapositive. Ce sont des produits audiovisuels qui ont été créés par des étudiants du cours dans un projet d'extension. Comme Claudio l'a déjà mentionné, le cursus LEA-MSI correspond à une formation pluridisciplinaire et professionnelle dont l'axe est l'apprentissage de 3 langues étrangères, l'espagnol, le français et l'anglais, et de leurs cultures respectives pour l'application dans les projets, des activités, des contacts interculturels, notamment dans le domaine de la terminologie, des technologies de l'information et de la communication, y compris le secteur audiovisuel. Ce cursus interdisciplinaire offre aux diplômés une formation pour un nouveau profil de professionnels des langues étrangères avec des connaissances générales et techniques qui leur permettront de travailler dans des services de conseil dans des projets liés à la société de l'information, par exemple, interface numérique multilingue, production de contenu multilingue, site web multilingue, lexicographie, terminologie bilingue et multilingue, ainsi que dans le soutien aux activités et projets nécessitant de la connaissance des langues, telles que l'organisation de conférences multilingues, le soutien aux missions étrangères et aux organisations internationales, les groupes thématiques dans le cyberespace, l'organisation de visites techniques internationales et la production sur des sujets d'intérêt portant sur la société de l'information et de la connaissance. La direction de projets visant à la préservation, la consolidation et l'inclusion de langues nouvelles est déjà incluse dans le monde numérique. Et pour finir, la performance dans les projets interdisciplinaires d'inclusion numérique qui utilisent les langues étrangères, une communication multimodale et des langues utilisées par des personnes ayant des besoins spéciaux. Alors, on est sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, il faut changer. Alors, les raisons du changement s'expliquent en premier lieu, comme je disais au début de la présentation, les parcours des 10 professeurs ont joué un rôle
primordial dans l'évolution du cours, étant donné que nous étions censés mettre en place une formation nouvelle et nous avions des formations diverses. La plupart d'entre nous, en 2010, lors de la création du cours, étions des maîtres. Et ça parce qu'il n'y avait pas la formation LEA adaptée aux besoins de l'université. Bon, en second lieu, l'influence du contexte politique brésilien au moment de la création du LEA-MSI était favorable. À cette époque-là, en 2010, je parle d'une époque connue sous l'expression Era Lula, l'ère Lula, dans laquelle les politiques publiques destinées à l'expansion et à la démocratisation de l'enseignement supérieur étaient très importantes. Et la dernière raison du changement, c'est le fait qu'on ait l'expérience accumulée de 11 ans et bien sûr des pistes pour un changement et révision du programme. Alors, la diapo suivante, s'il vous plaît. Ce qui a changé en nous. Voilà, en fait, la certitude que les investissements dans l'enseignement supérieur seront de plus en plus réduits, y compris la réalisation de concours publics. Pour faire face à l'adversité, nous le faisons de deux manières. En retravaillant le projet pédagogique curriculaire, en renforçant la mobilité internationale et le lien avec les universités brésiliennes, et 3, en considérant la place des compétences des étudiants, 4, en analysant les débouchés professionnels. La diapo suivante, s'il vous plaît. En retravaillant le projet pédagogique du cursus. Alors, le projet pédagogique du cursus est un outil essentiel pour définir et guider l'information des pratiques pédagogiques idéalisées pour le cours de premier cycle et doit être en conformité avec les lignes directrices nationales du programme proposé par le ministère de l'Éducation nationale brésilien, le MEC, ainsi qu'avec d'autres documents qui soutiennent sa construction. Diapo suivante, s'il vous plaît. Renforçant la mobilité internationale et le lien avec les universités brésiliennes. Bon, même après l'achèvement du programme Sciences sans frontières en 2014, qui a surtout affecté la mobilité des étudiants de premier cycle, l'Université de Brasilia compte un nombre important d'étudiants internationaux de premier cycle et de cycle supérieur. Aujourd'hui, l'UNB a une politique linguistique consolidée, fondée à la fois sur le programme d'extension permanent UNB Idiomas, avec des cours réguliers pour l'enseignement de différentes langues internationales, et l'enseignement et le Centre d'enseignement et de recherche en portugais pour étrangers, le NEP. Alors, dans le cadre d'une stratégie d'internationalisation qui permette l'échange de professeurs et d'étudiants de premier cycle et de cycle supérieur, en plus de mener des projets de recherche communs à l'étranger, l'Institut de Lettres maintient plusieurs accords de coopération avec des institutions d'autres pays. Le cursus LEA-MSI a également des accords d'échange spécifiques. L'un des objectifs de la formation est de renforcer la politique de mobilité étudiante avec d'autres établissements d'enseignement supérieur au pays et à l'étranger. Alors, des accords d'échange ont déjà été institutionnalisés avec certaines universités, notamment avec l'Université de La Rochelle. Et dans le cadre de l'internationalisation, le cursus LEA-MSI fait partie du projet d'extension centré sur la traduction multilingue des disciplines de l'Université de Brasilia en tant que stratégie d'internationalisation à domicile établie par le plan d'internationalisation de l'UNB 2018-2022. Alors, nous croyons que la visibilité d'une institution passe par la diffusion internationale et de l'accès à l'information en plusieurs langues.
Dans ce processus, il convient également de mentionner la participation de l'entreprise junior Kimmer, fondée par des étudiants de l'EAMSI, exerçant leurs activités dans les foires d'internationalisation organisées par l'université. Oui, vous pouvez passer la diapo, s'il vous plaît. Alors, considérant la place des compétences des étudiants, bon, un des objectifs de la formation des LEA, c'est de développer des compétences pour la pratique professionnelle dans un environnement multilingue qui fait appel à la compétence pragmatique en langue étrangère, française, anglaise, espagnole. Et quant au profil professionnel des étudiants, le professionnel des LEA MSI sera en mesure de participer au marché du travail avec les qualifications de base suivantes, surtout la compétence intellectuelle et communicative dans la langue maternelle portugaise et dans 3 langues étrangères, ainsi que des compétences stratégiques dans les techniques visant à promouvoir le multilinguisme et en particulier dans le monde numérique. L'existence de ces compétences nous impose le défi suivant. Comment mesurer ces compétences afin de les promouvoir davantage ou en trouver d'autres? La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, nous analysons les débouchés professionnels. Comme il s'agit d'un cursus recherche, une grande partie des étudiants s'intéressent à la réalisation de stages dans des projets de recherche et de vulgarisation scientifique dirigés par des enseignants de l'Université de Brasilia. Certains d'entre eux réalisent des stages dans l'entreprise des cours des lettres. Et actuellement, nous avons d'autres étudiants qui réalisent des stages à l'ONU de Brésil, au secrétariat des relations internationales et dans les écoles de langue, même si nous ne sommes pas une formation pour les enseignants de langue. Il y a un certain nombre d'étudiants qui deviennent des professeurs de langue. Alors, 10 ans après la création du LEA-MSI, on peut dire qu'il commence à être possible d'identifier les performances des diplômés dans le milieu socio-professionnel. Mais malheureusement, les sondages réalisés par l'Université de Brasilia ne sont pas en mesure d'identifier les étudiants qui partent pour un master ou pour des postes dans le secteur privé. Alors, c'est pour ça que nous réalisons nos propres sondages et selon les réponses obtenues, il a été possible de collecter quelques premières données relatives aux premiers étudiants diplômés. Et parmi les participants de l'enquête, 90% ont déclaré d'être entrés sur le marché du travail moins d'1 an après leur formation, principalement dans le secteur privé. Un autre aspect pertinent est que 40% ont déclaré avoir suivi ou suivent un cours de 3e cycle et 40% ont déclaré d'avoir l'intention d'y participer. Dernière diapo, s'il vous plaît. Voilà, ainsi nous restructurons. Alors, j'aimerais terminer cette présentation en parlant des concepts directeurs du cursus LEA-MSI, qui comprend une formation, une étude approfondie des langues étrangères, français, espagnol, anglais, liées au thème du multilinguisme et de la société de l'information, afin de promouvoir les notions de diversité, de médiation et d'accessibilité, étroitement liées aux expériences de recherche des étudiants et des professeurs du cours. Et voilà, pour ceux qui s'intéressent aux illustrations de la présentation, bon, j'ai voulu apporter des photos artistiques de Madame Anna Sikir,
Il s'agit d'éléments symboliques de la ville de Brasilia, ces panneaux de carreaux céramiques de l'artiste Atos Bocão, repris par l'artiste. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Muito obrigado. Muchas gracias. Thanks a lot. Merci beaucoup, Marcos. Une question de M. Eric Montero, justement de l'Université de La Rochelle. Avez-vous un projet en cours à l'UND pour le montage d'un master propre au LEA qui serait la suite logique de votre premier cycle, autre que la traduction? Je peux peut-être commenter et après, Marcos, s'il veut apporter un complément. Nous avons dans notre institut de lettres 2 doctorats et 4 programmes de master. Et comme tu sais, Eric, LEA à Brasilia a une certaine affinité avec le master traduction. Dans ces contextes, il y a des discussions pour ouvrir une ligne de recherche dans le master traduction pour couvrir les thèmes qui sont d'intérêt de LEA. Pour l'instant, le projet n'est pas encore écrit. Nous avions commencé à discuter un petit peu avec l'Université fédérale de Paraíba et aussi avec La Rochelle l'idée de préparer un projet. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question là du projet de Connexus. Donc, il est dans l'horizon. Bien sûr que la pandémie a créé une barrière à la création du master. Mais oui, il y a l'idée de créer le master LEA. D'ailleurs, à mon avis, c'est un peu la façon de renforcer LEA dans l'Université de Brasilia, au lieu de générer une certaine dispersion de groupes de profs. Tous les 10 profs de LEA ont un doctorat, mais bien sûr, comme Marcos a expliqué, nous venons d'origines différentes. Moi-même, tu sais, je suis en train de l'ingénierie génie mécanique. Voilà la réponse. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec Claudio. Ce serait très intéressant pour nous de créer un master LEA-MSI. Mais pour l'instant, les professeurs intègrent les masters et les doctorats de linguistique appliquée et de traductologie, qui est un domaine commun de la formation de plusieurs d'entre nous. Mais on est prêt pour d'autres défis dans ce genre, surtout parce que l'expérience de la création du LEA-MSI nous a possibilité de créer un certain nombre de thèmes qui ne sont pas traités dans ces filières. Et je crois que pour cette raison, ce serait intéressant de pouvoir créer, comme l'a dit Claudio, un master LEA-MSI, ou d'intégrer peut-être LEA négociation internationale. On est prêt pour ce genre de partenariat. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter un petit complément. Je n'ai pas eu le temps d'approfondir un peu dans mon exposé, mais nous avons des activités. Par exemple, nous avons 2 plateformes informatiques qui sont complémentaires au travail de la traduction. La plateforme multilingue qui permet l'accès à l'information scientifique en portugais par des étrangers. Les usagers de cette plateforme sont des personnes qui ne parlent pas le portugais. Il y a une deuxième plateforme récemment créée, qui c'est une plateforme d'évaluation de la qualité de la traduction, basée sur le programme Rouge.
Un troisième complément, c'est qu'une des raisons pour laquelle nous avons choisi multilinguisme de l'espace, c'est parce que l'Université de Brasilia a des cours de relations internationales, a un bac tourisme, donc ça serait un peu un double emploi, partir pour une filière négociation internationale. L'université a déjà des programmes de master et doctorat dans ce domaine. Mais nous avons aussi des interactions, par exemple, avec les groupes de notre institut qui travaillent avec les langues des signes, ce qu'on appelle les Libras, par exemple. Nous avons des interactions avec les groupes qui travaillent avec les langues autochtones. L'Université de Brasilia a un grand laboratoire de langues indigènes, langue et littérature indigène. Alors, donc, notre LEA a des interactions. Nous avons des interactions avec les groupes de design, par exemple, pour la question de accessibilité dans le monde numérique. Nous avons des groupes de recherche, comme le Mobilang, qui est coordonné par Sabine Gorovitz, qui s'occupe un petit peu des contacts entre langues, et en particulier, dans mon cas, les contacts entre langues dans le monde numérique. Alors, il y a beaucoup d'informations. Je suis tout à fait disponible d'interagir avec les universités françaises, avec les personnes qui s'intéressent un petit peu sur ces questions, mais enfin, j'ai essayé d'être synthétique. Monsieur Montero, si vous voulez compléter rapidement. Oui, en fait, la question qui se pose souvent quand on veut monter un master, c'est parce qu'il nous manque des fois, dans un domaine précis, des compétences en interne. Je vous donne un exemple qu'on est en train d'essayer de faire sur puisque Madame Chantrane vous a parlé du LCAI, notre master en langue, culture, affaires internationales. En fait, nous avons deux autres mentions. On en a évoqué une qui est le parcours commerce international. On en a une troisième qui s'appelle DPAN, direction de projet numérique direction de projet audiovisuel et numérique. En fait, nous sommes en train d'essayer de construire un master européen avec les partenaires, notamment en Espagne et en Irlande. Chez nous, sur cette mention-là du LEA, on a surtout l'expertise sur l'ingénierie de projet, le montage de projet. Et le collègue qui porte ce parcours-là est en train de travailler avec Saint-Sébastien, notamment, où il y a une ville de festival, notamment de films, un festival international. Ils ont à l'Université du Pays Basque une expertise sur l'image. Et nos collègues en Irlande ont une expertise sur tout ce qui est le son. Donc, vous voyez, si on réunit les trois compétences réunies, ingénierie de projet, image et son, on peut parfaitement imaginer un master qui se décompose, comme pour vous, en 2 ans, 4 semestres, un semestre à La Rochelle pour le volet ingénierie de projet, un semestre à Saint-Sébastien pour l'image et un semestre à Galway en Irlande pour le son. Et le 4e semestre de la formation, c'est le stage professionnel obligatoire. Donc vous voyez, même si on n'a pas une compétence complète chez nous, on peut parfaitement, signant un accord tripartite ou bipartite, où on va chercher la compétence qui nous manque chez le partenaire, faire accréditer ces maquettes chez nous. Et vous de même. Donc, si vous êtes très fort en traduction, nous, on a une expertise, mais elle n'est pas aussi pointue que la vôtre. Mais on a une expertise en commerce international, en audiovisuel ou en géopolitique, mais on peut parfaitement mixer ce que chacun fait de mieux, chacun chez nous, et à la fin, proposer une maquette qui sera accréditée dans votre université et reconnue par votre ministère, et nous de même. Donc, des fois, on pense qu'il faut absolument avoir des politiques de recrutement d'enseignants-chercheurs qui vont avoir cette expertise-là. Mais dans le cadre d'un double diplôme, c'est on joint l'utile à l'agréable, en fait. On internationalise notre offre de formation et on peut aller chercher le complément de compétences chez le partenaire et vice-versa. Donc, je pense que dans ce qui nous concerne et dans la réflexion que nous menons déjà depuis plusieurs mois hors Covid, sur ce projet futur à venir entre l'UNB et La Rochelle, je pense qu'il faut qu'on creuse cette piste-là parce que c'est quelque chose de viable, en fait. Voilà. D'accord, merci. Marcos, très rapidement, parce qu'on est en retard sur le programme. Ouais. Très bien. Bon, ce genre de
d'approche pour la création d'un master européen nous intéresse beaucoup, surtout parce que nous avons la possibilité d'étudier le domaine audiovisuel dans des disciplines de terminologie et grâce aussi aux lignes de recherche axées sur l'accessibilité et la traduction audiovisuelle, sous-titrage et audio-description. Et ça serait très intéressant dans ce cas-là de faire quelque chose ensemble. On est parfait. Existem pistas. Je vous remercie beaucoup tous les trois. On va devoir passer à la suite, même si on a encore beaucoup de questions, mais on vous les fera remonter par écrit pour que vous puissiez apporter des réponses aux participants concernés. Pour illustrer les propos nos intervenants sur la pédagogie et les opportunités de la filière LEA, nous allons maintenant diffuser des témoignages sous forme d'une vidéo, en fait, pour changer un peu de format. Ces témoignages sont les témoignages de 3 anciennes étudiantes de bacharelado de LEA au Brésil et d'une représentante d'une entreprise brésilienne qui a recruté une ancienne étudiante de LEA. Les 3 ex-étudiantes concernées sont Luciana Marques, qui était étudiante à l'UNB, Gabriela, j'espère que je ne vais pas trop écorcher son nom de famille, Umbrungler, qui était étudiante au Cefet de Rio de Janeiro, et Jorciane Ferreira, qui était également étudiante au Cefet de Rio de Janeiro. Et nous remercions également la représentante d'entreprise VTEX qui a accepté de témoigner. Et j'en profite aussi pour remercier Madame Denise Damasco et Madame Gilead Godoy pour nous avoir mis en contact avec ces personnes. Acho que é curso inovador, ele tem uma cara jovem, a gente aprende várias línguas ao mesmo tempo e também várias culturas. A gente tem essa oportunidade de estudar culturas, que eu sou completamente apaixonada de estudar culturas. Por que eu escolhi o curso Leia? Resumidamente, porque a grade curricular me encantou. Durante o ensino médio, eu era aquela aluna que gostava de várias disciplinas, tirava nota boa em várias disciplinas. Então, quando eu cheguei no final do 3º ano, eu tive que escolher o que eu iria fazer na faculdade. Eu estava muito em dúvida, porque eu gostava de administração, engenharia, relações internacionais. Tudo me parecia interessante, mas ao mesmo tempo, quando eu ia analisar a grade curricular desses cursos, eu não conseguia me ver fazendo nenhum deles, porque alguns pareciam muito teóricos, outros pareciam muito técnicos. Então, eu realmente não estava conseguindo me decidir. E aí, enquanto eu estava olhando no SISU, nas opções que eu poderia ter dentro do Cefet, eu encontrei por acaso o Leane, e quando eu vi a grade curricular, eu fiquei em choque, porque realmente era tudo o que eu queria. Eu continuaria a estudar o francês, que eu comecei a estudar no ensino médio, o inglês, que eu estudo desde pequena, aprenderia melhor o espanhol, que eu só tinha estudado assim 1 ano no ensino fundamental, e tudo isso aprendendo um pouquinho de várias outras coisas, de administração, de turismo, eventos. Então me pareceu uma ideia incrível. Aí eu vi que seria a primeira turma e que era um curso bem desconhecido no Brasil. Deu um medo, mas ao mesmo tempo eu achei que ia valer muito a pena, assim. Então eu fui com medo mesmo e não me arrependo nem um pouco. Bom, eu optei por cursar o Leane justamente porque à época dessa decisão eu estava em dúvida entre cursar letras ou relações internacionais. Então, ao me deparar com a grade do Leane, eu percebi que esse curso poderia agregar o melhor dos 2 mundos, que foi o que eu comprovei ao longo do curso. E além disso, ele traz também conhecimentos, ferramentas de outros núcleos, como de administração e direito, que eu percebo como competências altamente desejáveis pelo profissional e pelo mercado de trabalho contemporâneo. A oportunidade de fazer um intercâmbio com convênio com a Universidade de Brasília, com a Université Sorbonne Nouvelle, em Paris. E nesse período, além de estudar na Sorbonne, eu prestava muita atenção e escrevia um pouco sobre o comportamento das pessoas, observava a cultura, a culinária, como os franceses se portam, né, de uma forma diferente dos brasileiros. Então, tudo aquilo que me chocava, que provocava esse choque cultural,
ou que eu admirasse, eu comecei a escrever no bloco de notas do meu celular, principalmente no metrô, porque em Paris a gente anda muito em metrô, né? Então, quando eu estava no metrô, eu começava a escrever, me inspirar e ver as pessoas, como é que elas se comportavam. E acabou que o livro virou um produto final do meu curso da Universidade de Brasília. Então, eu decidi escrever um livro no lugar de uma dissertação, de um TCC, que eu acho que é algo mais tradicional. Mas o curso de Leia deu essa oportunidade do livro virar o meu produto final da faculdade. Enquanto eu estava em Paris, eu também tive a oportunidade de fazer um estágio na Rádio França Internacional. Eu já sou jornalista, mas como eu estava estudando na Sorbonne, eu consegui fazer esse estágio lá. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de virar correspondente freelancer, eles me convidaram aqui em Brasília da rádio. Então eu acho que o curso de Leia, né, além de me proporcionar escrever esse livro, também abriu portas aí para mim no mercado de trabalho. Enquanto eu estava procurando estágio, eu achava que estava me atrapalhando ser formada em Leia, porque ninguém conhecia. Então, até nas inscrições dos estágios não tinha a opção Leane para você marcar. Ou você tinha que botar letras ou botava relações internacionais. Então, era um primeiro contato, uma primeira barreira que era difícil de transpor. Mas eu não queria desistir de trabalhar na iniciativa privada, eu queria muito estagiar em algum lugar que eu pudesse ser efetivada assim que eu me formasse. Então eu continuei procurando e em um dado momento uma amiga me mandou uma vaga para controlador de vendas em uma empresa de e-commerce brasileira, mas que tinha uma atuação internacional muito forte. E era uma vaga que precisava de inglês, precisava de espanhol, eu fiz o processo, não passei. Mas quando eu conheci a empresa, eu fiquei encantada pela cultura dela, porque tinha muito a ver com o clima de empresa júnior que eu tinha visto durante a faculdade. Então eu procurei outras vagas, me apliquei para uma vaga do financeiro internacional, que eu também não passei, porque eu não tinha o conhecimento necessário de finanças. Mas falaram que tinha a possibilidade de abrir uma vaga no RH internacional, que era o que mais me interessava realmente, porque na empresa júnior eu trabalhei com RH. E na faculdade, nas aulas de administração, eu achava incrível a ideia de trabalhar em um ambiente multicultural, com pessoas e tudo mais. Então eu me apliquei para essa vaga e em outubro de 2018 eu passei e tô na mesma empresa até hoje, que é a Vetex. E hoje eu já mudei de área 2 vezes depois que eu entrei, então hoje eu sou líder de projetos estratégicos da América Latina, usando meu espanhol todo dia, e posso dizer com certeza que o Liane me ajudou a chegar até aqui, não só me ensinando o espanhol que eu preciso para me comunicar no meu dia a dia, mas com toda a experiência do intercâmbio e da empresa júnior e dos eventos que a gente organizou, a multi-interdisciplinaridade do curso. Hoje, pelo menos dentro da minha empresa, várias pessoas agora conhecem o Leane, já temos uma outra aluna que foi contratada e eu me sinto muito realizada de ter chegado até aqui e conseguir agora ajudar também a fazer com que o mercado de trabalho reconheça e valorize o profissional Leia. Ao longo do curso Leane, eu estagiei na Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital, que é uma organização do terceiro setor e da área de mercado de capitais. E dentro dessa associação, eu pude participar de um programa chamado Scale Up in Brazil. E esse programa ele visava justamente atrair empresas estrangeiras para o mercado brasileiro. Eu percebi que o perfil profissional Leane ele foi muito bem recebido por todas essas instituições, e tanto que a pessoa que me sucedeu dentro desse estágio também foi uma pessoa de perfil leão. Dentro desse programa eu tive muito contato com a questão de idiomas, com as relações interculturais, também a parte administrativa, né, com apoio à gestão do projeto. Então, acredito que seja um conjunto de competências muito adequado que o profissional Leane tem para desempenhar essas tarefas dentro desse setor. Após concluir esse estágio, eu optei por fazer um mestrado. Comecei a pesquisar a área de sustentabilidade, que é uma área que me atrai bastante e que tem crescido cada vez mais no mercado de trabalho. E eu percebo assim que esse foco em sustentabilidade, associado à minha prévia experiência nessa associação de mercado de capitais e também associado ao conjunto de conhecimentos proporcionados pelo curso Leane, isso tudo somado criou uma série de competências que me garantiram essa vaga nesse trabalho atual, que é no CDP América Latina, que é uma empresa global que visa o reporte de empresas em relação ao eixo ambiental. Então, acredito que todos esses eixos que compõem o profissional Leane,
eles são muito essenciais e eles vão ser muito bem absorvidos pelo mercado de trabalho atual. Bom, são vários os motivos dessa escolha, mas eu vou destacar aqui alguns. Então, o primeiro é que a Gabriela fez o curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas a Negociações Internacionais e o curso deu uma base para ela incrível de línguas, de idiomas. E ela, então, pode falar como se fosse uma pessoa, de fato, nativa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o curso de línguas, ele proporciona uma capacidade de comunicação em alta performance. Então, é uma comunicação clara, uma comunicação assertiva. A Gabi, ela é capaz de transformar uma mensagem muito complexa em algo simples, né? E transmitir aquilo com precisão. Posso citar também o fato da Gabi ter trabalhado na empresa Júnior, né, durante o período da faculdade. Então, a empresa Júnior proporciona que os alunos tenham uma vivência, né, de uma empresa real durante o período da faculdade e possam aplicar, então, os conhecimentos que eles aprendem dentro de sala de aula e viver um pouco mais no mercado de trabalho. Então, acho que foi um ponto super importante que acelerou muito o desenvolvimento da Gabi também. Acho que um outro ponto legal de mencionar é a questão de que a Gabi fez um estágio na assessoria de convênios de relações internacionais na faculdade, na própria faculdade, durante o período que ela estudava. E acho que esse trabalho também proporcionou para ela uma visão de como organizar processos, né, como estruturar, planejar o trabalho do dia a dia. Então, isso também foi um passo muito importante. E por fim, acho que vale mencionar que a Gabi, ela fez 2 semestres de intercâmbio na França. Acho que o curso de línguas também proporcionou essa oportunidade para ela. Ela abraçou isso e acho que foi um período em que ela aprendeu a planejar e lidar com situações imprevistas, né? Entender quando o plano não ocorre conforme esperado, o que fazer, como lidar, resolver esses problemas, resolver esses desafios. Fora que eu acho que traz uma perspectiva de mundo diferente quando você tem uma experiência internacional e isso com certeza abriu muitas portas aí para a carreira da Gabi. Encore un grand merci aux anciennes étudiantes, Luciana que j'ai vue dans le public, Gabriela, Josiane, également à Bruna.